Jeudi 16 avril, bonjour, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. À la une, en Provence-Alpes, à la mi-journée, l'avenir de la raffinerie Total de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, au centre d'un comité central d'entreprise ce matin à Paris. 178 postes sur les 430 vont être supprimés dans le cadre d'un projet de reconversion, notamment vers la production de biocarburants. Inquiétude pour l'environnement dans la plaine varoise du Canet-des-Maures. L'étanchéité des plus anciens casiers souterrains de la décharge du Balassan a été mise à mal par les violentes intempéries de l'automne dernier. Des jus noirs toxiques se sont déversés dans les rivières alentours et des failles souterraines pourraient également polluer le sol. Enfin, nous vous dévoilerons le programme renversant de la 46e édition des Rencontres de la photographie d'Arles. Début des festivités le 6 juillet. L'événement d'envergure internationale sera cette année dédié à son fondateur Lucien Clergue, disparu en novembre dernier. Pas de fermeture, mais une restructuration plombante. La raffinerie Total de la Mède va s'alléger de 178 postes. Son futur passe aussi par une unité de production de biocarburants. Les précisions de Claire Lacroix et Francis Di César. Depuis ce matin, dans ce local syndical, les élus suivent heure par heure les annonces faites au CCE. Les premiers chiffres sont tombés. À la raffinerie de la Mède, qui emploie aujourd'hui 429 personnes, 179 postes seront supprimés. Mais comme l'a promis le directeur général Patrick Pouyanné, il n'est question ni de licenciement, ni de mobilité forcée pour les non-cadres. 79 suppressions d'emplois sur le site, sans compter bien sûr l'impact qu'il y aura sur les entreprises extérieures et sur les emplois induits dans le bassin d'emploi, c'est-à-dire le service public, etc. Parce que vous savez qu'un emploi CDI total représente entre 5 et 6 emplois induits dans le bassin d'emploi. La direction annonce 70 départs anticipés, 65 reclassements dans le groupe, 34 mobilités dont 24 mutations de cadres et 10 projets personnels. En 2017, il n'y aura plus de raffinage de brut à la Mède. Ce site deviendra alors une des plus grandes raffineries de biocarburants en Europe. Nous, pour le moment, le seul truc qui nous permet d'avoir autant d'emplois à la Mède, c'est une raffinerie. Mais pas une raffinerie de biocarburant, une vraie raffinerie sur des produits pétroliers que les Français ont besoin pour rouler au quotidien. Le biocarburant, nous, c'est pas ça, quoi. C'est pas encore l'avenir pour nous. Les syndicats ont appelé à la grève dès ce matin. À la mi-journée, le mouvement reconductible pour demain est largement suivi. Plus de 80% des agents en poste ont cessé le travail. À la Mède, un comité d'entreprise extraordinaire se tiendra demain. La direction reviendra sur les annonces faites aujourd'hui. Un peu plus de 3 semaines après le crash de l'A320 de la Germanwings qui a fait 150 morts dans les Alpes de Haute-Provence, une conférence de presse s'est tenue hier à Digne-les-Bains. Les cadres de la Lufthansa et les responsables français des opérations de recherche ont fait le point sur l'évacuation des débris de l'appareil, l'identification des victimes et la préservation du site naturel. Albert Saladini, Emmanuel Zini. À ce jour, 37 tonnes de débris de l'A320 de la Germanwings ont été récupérées et déplacées dans un hangar pour être mis sous scellé judiciaire. 150 ADN ont été isolés. Les enquêteurs sont en passe de récupérer, avec l'aide des familles, des objets ayant appartenu aux victimes afin de comparer les résultats. Avec le relevage des débris de l'avion, forcément, on retrouve des corps, on retrouve des effets personnels, mais il n'y a aucun élément nouveau, atypique que l'on n'imaginait pas. Non, on est dans la continuité exacte de ce qu'on faisait auparavant et on continue à travailler avec la même traçabilité qui était celle initialement mise en place. La phase ultérieure, c'est la dépollution des sites pour lui rendre l'état antérieur et la sérénité nécessaire compte tenu de la douleur des familles. On reste, nous, l'État, tous les acteurs de l'État et la population locale dans l'accompagnement des familles. Aujourd'hui, avec ce drame, la Lufthansa renforce ses contrôles et augmente aussi les mesures de sécurité, sans oublier de rendre hommage à ceux qui ont œuvré lors de cette catastrophe. Les résultats, c'est un résultat d'une coopération très très bien avec les Lufthansa, les autorités et les gens et les préfectures des gendarmeries. L'avion contenait 4 tonnes de kérosène et 95 litres d'huile. Dès la fin de l'enquête, la compagnie Lufthansa a décidé de remettre les lieux comme ils étaient avant la catastrophe, afin que la nature reprenne sa place. Et à propos d'environnement, inquiétude dans la plaine varoise du Canet-des-Maures. Une partie de la décharge du Balançan a été fragilisée par les fortes pluies du mois de novembre, entraînant la pollution des sols et des rivières aux alentours. Francis Mallory, Alexandre Decuit.
En 40 ans d'exploitation, plus de 10 millions de tonnes de déchets ont été ensevelies dans cette décharge. La poubelle à ciel ouvert d'une centaine de communes du Var. Avec le temps, l'étanchéité des casiers les plus anciens s'est fragilisée. La pollution provient du site 1 qui est dépourvu de protection à sa base. Étant donné qu'il n'y a pas de protection, l'entassement des déchets provoque des pollutions, des jus, des percolations qui, sous pression du nouveau site actuel, qui lui a les protections suffisantes, mais permet des écoulements de pollution avérés. En novembre dernier, un liquide toxique noir de la lixivia s'est écoulé dans les rivières avoisinantes. Une pollution constatée et enrayée par l'exploitant du site. Immédiatement, une demi-heure après avoir été avertis, nous avons cantonné les eaux à l'intérieur du site. Nous les pompons depuis et vers les stations d'épuration que l'on a, dont on a doublé la capacité. Et vous voyez maintenant les travaux pour ne plus que ça recommence, qui sont des travaux de drainage, sont en cours. La pollution détournée et traitée dans un bassin de stockage de la décharge ne suffit pas à rassurer les associations écologiques qui dénoncent les conséquences de ces rejets sur l'environnement. Par principe, toute pollution est réputée grave par la réglementation environnementale. Ce sont des installations qui sont censées traiter de manière parfaite les ordures ménagères. D'ailleurs, il y a eu une mise en demeure du préfet compte tenu de cette situation gravissime. Une expertise judiciaire est en cours. Le rapport d'étape émet des doutes sur la géologie du sol qui ne serait pas homogène. De nombreuses failles souterraines existeraient avec des risques non négligeables de pollution en profondeur. Cette image, à présent celle du centre-ville d'Avignon, sans ses platanes. 59 arbres ont été arrachés car ils étaient atteints par le chancre coloré. La mairie craignait la propagation de la maladie aux autres platanes de la ville. La semaine dernière, les écologistes avaient tenté de faire interrompre l'abattage, estimant qu'il n'y avait pas urgence et que des solutions pouvaient être trouvées. Annexois, ancien officier de marine, a piloté les recherches qui ont conduit à retrouver l'épave d'un navire au large de la Namibie. Un vaisseau britannique coulé en 1942 par un sous-marin allemand. Et le plus fabuleux dans cette découverte, c'est qu'un trésor équivalent à 50 millions d'euros était englouti par 5000 mètres de fond. Éric Cornet, Astrid Garaude. Un véritable trésor de guerre. Des pièces d'argent par milliers que l'on pensait englouties à jamais dans les profondeurs de l'Atlantique Sud depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le 6 novembre 1942, ce cargo britannique est torpillé par un sous-marin allemand au large des côtes de Namibie. Le City of Cairo coule. Il transportait 7000 tonnes de marchandises et surtout 2000 coffrets remplis de pièces d'argent, propriété du Trésor britannique. L'histoire était connue, mais jamais l'épave, gisant à plus de 5000 mètres de profondeur, n'avait pu être localisée. C'est ce qu'a réussi à faire une équipe franco-anglaise, au terme d'un long travail d'enquête d'abord, puis grâce à la mise au point d'un sonar unique au monde, capable de sonder jusqu'à 6000 mètres de profondeur, une première. Restait ensuite à accomplir une autre prouesse, fabriquer un robot téléguidé suffisamment puissant et résistant pour remonter l'essentiel de ce butin miraculeux. Pour descendre à 5000 mètres avec un robot, il vous faut au moins 5 km de câble et il vous faut surtout des engins capables de résister à l'énorme pression. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il faut être sur un bateau qui est capable de travailler en haute mer, parce que bien entendu, on était au milieu de l'Atlantique. Des avancées considérables qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la plongée en eau profonde. Les chasseurs de trésors, eux, ont conclu un accord avec le gouvernement britannique pour le partage d'un pactole de près de 50 millions d'euros. Suite du feuilleton judiciaire de l'ancien joueur de l'OM Souleymane Diawara, après avoir été surpris dans sa cellule du centre pénitentiaire marseillais des Baumettes avec un téléphone portable, ses avocats vont contester cet après-midi son placement en détention provisoire décidé par le juge de Digne. Le footballeur âgé de 36 ans avait voulu se faire justice dans une affaire d'escroquerie. 4 personnes, dont le frère de Diawara, ont également été mises en examen et écrouées.
Dans l'actualité sportive, l'OM se prépare à jouer à Nantes demain soir. Après les défaites face au PSG et Bordeaux, les Marseillais doivent regagner des points s'ils veulent finir sur le podium à l'issue du championnat. Hier, lors de la conférence de presse d'avant-match, il a surtout été question de l'arbitrage et de l'avenir de l'entraîneur Jacques Bertolotti et Roger Gasque. L'OM a-t-il évacué les frustrations de ces derniers résultats défavorables, dus en grande partie à des erreurs d'arbitrage, comme sur ces 2 pénaltys non sifflés à Bordeaux? Romain Alessandrini, auteur d'un bon match, avoue sa déception, mais réfute toute thèse d'un complot arbitral contre l'OM. En réfléchissant, on ne pense pas au complot, on n'est pas non plus parano, mais c'est vrai que c'est difficile à encaisser tout simplement parce que, comme je le dis, on a envie de se qualifier pour la Champions League, d'être le plus haut possible et c'est sûr qu'on a perdu des points en route et c'est dommage. Marcelo Bielsa n'est pas satisfait de son travail avec ses joueurs puisque l'OM s'est fait déloger du podium. Mais il n'échangerait l'OM pour aucune autre équipe du championnat, a-t-il déclaré, avant de confirmer qu'il a bien rencontré récemment Margarita Louis-Dreyfus. Elle m'a dit qu'elle désirait que je continue. Et quelque chose que j'ai très apprécié, c'est qu'elle valorisait ma conduite sur le plan humain. Cette affirmation, je lui donne beaucoup plus de valeur qu'à aucune autre. Pour être en adéquation avec la reconnaissance de Margarita Louis-Dreyfus, quand le championnat se termine, mon contrat aussi. Je ne sais pas encore en quelle position terminera l'équipe, mais à ce moment-là, toutes les cartes seront abattues. Ce n'est pas pareil de faire avec un entraîneur qui a atteint ses objectifs qu'avec un entraîneur qui ne les a pas atteints. Vendredi, Romain Alessandrini sera titulaire à la place de Florian Thauvin qui glisse sur le banc et c'est Michy Batshuayi qui prendra la place de Dimitri Payet en cas de suspension du meneur de jeu. Zoom à présent sur une programmation toujours très attendue, celle des rencontres de la photographie à Arles. Elles démarreront le 6 juillet prochain. 35 expositions, 250 artistes et 3500 œuvres. La mise au point sur les temps forts avec Jérémy Essas et Xavier Schaufenecker. Une révolution à 180 degrés comme la nouvelle affiche. Clin d'œil à la caméra obscura, hommage à l'origine de la photographie. On se tordra un peu pour voir, mais c'est bien ce que souhaite le nouveau directeur Sam Sturze, changer de point de vue. Première nouveauté, le dialogue avec les autres arts. Le festival tend une passerelle vers l'architecture, le cinéma et la musique. Je veux faire résonner la photographie avec le cinéma, avec la musique, avec l'architecture. Et on aura le bonheur de découvrir notamment pour photographie et musique un très beau projet entre Mathieu Chédid et Martine Parr. Pour l'architecture, ce sera les travaux photographiques de l'architecte Robert Venturi. Une nouvelle direction, une nouvelle intention avec cette idée de relire la photographie. Pour cela, 2 artistes à l'honneur, Walker Evans et son travail pour les magazines américains et Stephen Shore, dont les RIP présenteront une grande rétrospective. La nouvelle édition veut une rupture dans la continuité. C'est 46 ans d'histoire avec Lucien Clerc et sa bande qui ont créé ce festival, avec François Ebel qui d'une main de maître l'a dirigé. Donc voilà, avec le plus grand respect, je m'inscris dans cette lignée, mais la photographie en 2015 a beaucoup de choses nouvelles à dire et on sera là pour dire ces nouvelles choses. Autre moment fort, la déambulation nocturne du 9 juillet de 21h à 5h du matin. Les spectateurs sont invités à parcourir la ville recouverte de clichés. Sans oublier les conférences, les débats et les workshops animés par des photographes professionnels venus du monde entier. Car les RIP, c'est avant tout cela, provoquer, confronter les regards pour de nouvelles rencontres. Merci de votre fidélité à notre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver informations et reportages sur notre site internet. La question du jour attend vos clics, la voici. Sauf si vous stipulez le contraire de votre vivant, on considère que vous souhaitez donner vos organes. Estimez-vous que c'est une bonne réforme car cela va multiplier les dons et sauver davantage de vies, ou bien une mauvaise réforme car il faut être sûr du choix de la personne avant de prélever ses organes. À suivre, la couleur du ciel puis tour d'horizon de l'actualité nationale. Ce soir, 18h58, vous avez rendez-vous avec Noémie Dahan. Excellent après-midi à vous.